Le four de l'Inalien est un incinérateur classique. C'est-à-dire que, alors, il y a toutes les pollutions qui ont été décrites et contre lesquelles s'est toujours battu Charles Sultan, professeur en médecine environnementale, et donc il y a tous les polluants qui sont là-dessus. Le CSR, ça va être pire. Parce que je vous le dis, on ne sait même pas réellement ce qui y entre. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand je me suis battu contre le tri mécano-biologique, là, on méthanisait des déchets. Bon. J'avais signalé une chose, c'est que le silicone n'existait pas dans les déchets avant les années 90. Dans les années 2000, on l'avait dans 700 produits de consommation courante. Le silicone, dans la méthanisation, ça donne des coffres siliciés. Les coffres siliciés, c'est du verre, et le verre détruit les moteurs de cogénération. Donc d'emblée, j'avais annoncé, ça va nous coûter très cher, parce qu'en plus, les moteurs vont être détruits, parce que les déchets qui y entrent ne sont même pas encore envisagés par les industriels. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire que les industriels font des paris comme ça. Mais ils font des paris avec l'argent public, ça ne coûte pas cher. Et donc là, ce qui se passe sur le CSR, c'est qu'on nous dit on va brûler ce qui est à haut pouvoir calorifique. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de bois. Moi, je vous l'ai dit, il y aura 70% de plastique au minimum. Et pour vous prendre un exemple, les cimentiers dont vous pourrez entendre qu'ils utilisent la technique CSR, moi j'ai échangé avec des cimentiers, ils m'ont dit on prend 70% de biogène, bois et carton. Parce qu'avec ça, on rachète des quotas carbone. On refuse des plastiques dans le CSR. Et eux, c'est plus intéressant parce que les cendres, ils les mettent dans le béton, le cimentier, dans le ciment. Nous, les cendres, on va payer et on va polluer pour les enfouir. Les mâches-fer, on va payer et on va polluer. Et nous, on ne pourra pas baisser, on n'aura que des plastiques. On ne pourra pas dire je ne veux brûler que du bois. On va brûler des déchets communaux. Et les déchets communaux, ce n'est pas du bois, ni du papier. Donc on est devant une véritable manipulation, si j'ose dire, et on profite d'une chose très simple, c'est que personne ne connaît le CSR, qui veut dire combustible solide de récupération. C'est-à-dire c'est cette espèce de création, cet acronyme qui dit on prend une part des déchets et on la brûle et finalement ça débarrasse. Non, ça ne débarrasse pas, ça pollue. Et ce qu'il faut que vous sachiez en dernier élément, je pourrais le prouver lors d'une autre réunion, c'est que ça c'est le plus énorme, c'est que ça ne change rien à l'exportation de nos déchets. Parce que c'est le grand argument qui est présenté ici. On va faire un CSR comme ça, car le taux de refus est tel entre ceux qui refusaient avant du CSR et ceux qui refusaient en sortie, que vous arrivez à 80% de refus. Donc voilà, c'est quelque chose contre laquelle on ne peut pas... je ne comprends pas même comment on peut soutenir un projet comme ça aujourd'hui. Je vous le dis, voilà, si on me demandait de défendre à l'inverse, hein, je n'aurais pas d'argument, ni sur le plan sanitaire, on l'a vu, ni sur le plan financier, il n'y a pas de raison technique pour le faire. Les arguments qui sont pris sont les suivants. Ils sont, on va arrêter d'exporter nos déchets. Nous exportons actuellement énormément de déchets, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on avait prévu une énorme structure industrielle, un tri mécanobiologique qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On refait la même chose. Mais on dit, avec ça, derrière, on met un four pour brûler. Mais sauf qu'ils n'ont pas compris, ou pas voulu chercher à comprendre, qu'on ne brûlait pas tous les déchets. On brûlait qu'une petite partie extrêmement polluante, qui ne changeait rien à la donne, à l'équation, mais qui en plus nous empêchait de faire toute une politique de prévention. Imaginez-vous, moi je suis pour le zéro plastique, jetable. Je pense que c'est beaucoup d'entre vous qui ont compris maintenant que c'est problématique de produire du plastique, du pétrole pour un usage de quelques secondes et pour le jeter. Donc les gobelets en plastique, tout ce qui est jetable. Comment après allez-vous pouvoir politiquement dire à la population, il faut arrêter le jetable, il faut faire attention au suremballage, il faut agir, quand vous leur avez prévu un four à plastique en leur disant que c'est avec ça que vous allez les chauffer? C'est impossible. C'est impossible. Donc on a bien une aspiration du plastique et on voit bien que ce projet, c'est finalement un projet des grands lobbies, à la fois à l'origine pétrolier, de mettre beaucoup de produits plastiques sur le marché, et après, l'énorme lobby, on le connaît, Suez, Veolia, Vinci, de l'incinération des déchets en France, qui est d'une force de frappe redoutable. Je vais vous dire, moi, en tant que vice-président aux déchets, j'ai beaucoup échangé avec Suez, et j'ai rencontré les principaux responsables, d'ailleurs, nationaux et au-delà de Suez, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Tant qu'on ne leur met pas la contrainte
de l'obligation d'une pollution de prévention et de réduction. Ils font sur l'incinérateur puisque c'est payé à la tonne et c'est plus rentable. Le cadre juridique est en formation, c'est-à-dire que sur ces questions-là, il y a effectivement techniquement, là, nous devons comprendre une grande complexité finalement à venir, et on ne peut que, juridiquement, on ne peut que finalement se fier ou se référer à des cas passés. Par exemple, tout à l'heure, le professeur Sultan a parlé du chlordécone, de l'affaire du chlordécone, mais vous comprenez bien qu'il y a un temps, là, le facteur temps est important juridiquement pour mesurer finalement la difficulté, c'est-à-dire que on raisonne en réalité, il y a deux moments particuliers. Soit on raisonne au moment finalement du projet, au moment de la conception du projet. Dans ce cas-là, on va se rabattre, je vais dire, hein, sur l'évaluation. L'évaluation du projet, est-ce que l'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas en compte dans le cadre de l'évaluation finalement les dangers ou les risques, ce que les scientifiques nous expliquent. Soit, dans un deuxième temps, on va finalement penser au cas, je faisais juste allusion tout à l'heure à cela, au cas de mise en cause de la responsabilité. Mais François Vasquez vient de l'expliquer, c'est bien plus tard. Oui, il y aura certainement des actions, mais il y a un temps, alors moi qui ne suis pas scientifique, je vais dire un temps de latence, hein. Il y a un temps, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que le projet soit réalisé, ok, donc je vais dire en gros peut-être 10 ans, là, une décennie, il faut que le projet soit réalisé, il faut ensuite que les maladies se développent, et puis ensuite après il y aura un recours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du scandale d'État du chlordécone. Concrètement c'était dans les années 70. Il n'y avait pas eu de construction d'un bâtiment. C'était dans les années 70 et maintenant, eh bien, on prend conscience de cela parce que il n'y a pas très longtemps, là justement, un tribunal a reconnu la responsabilité de l'État, mais ça nous montre 9 personnes dans le cœur à la suite donc de maladies causées par cela. Et vous voyez bien là que l'encadrement juridique, effectivement, l'encadrement juridique n'est pas satisfaisant. Et je vais vous prendre un exemple pour l'ADEME, parce que ce que je vous ai dit, je l'ai dit à la responsable régionale de l'ADEME. L'ADEME a donné de l'argent et a validé le tri mécano-biologique, là, celui qui sort, celui qu'on a eu pendant 20 ans, pour faire du compost avec. Le compost était bourré de plastique, je l'avais dit au début. Maintenant, l'ADEME vient de sortir une recommandation en disant qu'il faut à tout prix arrêter de mettre le compost sous les terres, car il est bourré de microplastiques. Autrement dit, la même agence de l'État, qui a une crédibilité incontestable, nous dit en 2008 « Je suis pour le tri mécano-biologique pour qu'on fasse du compost avec les ordures », et puis, 15 ans après, elle dit, bon, on va l'interdire en 2027, mais si vous pouviez arrêter dès maintenant de mettre le compost de ces usines qu'on avait cautionné sur les terres, ce serait beaucoup mieux pour la santé de tout le monde. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est aux lanceurs d'alerte, c'est aux citoyens, c'est aux scientifiques d'alerter la population, parce que, malheureusement, force est de constater qu'on n'est pas protégé par les agences de l'État. Le four de Béziers fait 45 000 tonnes. Et là, ça devrait quand même nous faire poser une question. Est-ce que Montpellier et Béziers sont identiques en termes de population, de production de déchets? Est-ce qu'il y a une similitude pour qu'on prévoie la même capacité nominale de 45 000 tonnes sur 2 CSR? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Donc, quelle est la première conclusion évidente? Ça n'est pas les besoins du territoire qui est pris en cause. C'est ce que veut vendre le lobby industriel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le lobby industriel vend 45 000 tonnes? Parce qu'au-delà, allez, je vais vous faire simple, vous êtes frappé par une taxe carbone. Pollution dans l'air, trop de tonnage, et vous êtes frappé par une taxe. En dessous, plus c'est petit, moins c'est rentable. Donc, on prend une capacité nominale de 45 000 tonnes, c'est le bon produit, c'est ce qu'on veut vendre, et on le file à tout le monde. Bah, vous allez me dire, non, il y a peut-être une coïncidence. Non. Arkema, Marseille, 45 000 tonnes. Drôme, Paprec, 45 000 tonnes. Même tonnage partout. Mais il y a un truc intéressant. Arkema, à Marseille, ça n'est pas la communauté de communes, ça n'est pas le territoire, ça n'est pas la métropole qui l'a prévu. C'était un fabricant de plastique, Arkema. Ils produisent des plastiques à Fos-sur-Mer. Et eux se sont dit, ben nous, on produit des plastiques, donc on va en avoir en déchets, on va les brûler. Ils ont abandonné le projet CSR. Et vous savez pourquoi? Pas pour des raisons sanitaires ni climatiques. Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Trop cher, trop coûteux, une ruine. Et eux, ils gèrent leur argent, Arkema. Et ils ne vont pas le flamber, ils ne vont pas brûler des euros dans un four CSR. Nous, pourquoi on le fait? Parce que c'est l'argent public. Et l'argent public, tout le monde s'en fout apparemment. Et donc,
Voilà, enfin tout le monde s'en fout, vous m'avez compris. Les élus s'en foutent. Et je vais vous dire pourquoi on peut s'en foutre. C'est qu'on ne paie pas d'un coup. Quand vous avez une usine qui est construite, il faut que vous compreniez au moins le fonctionnement d'une délégation de service public. Elle va se faire sur à peu près 18 à 20 ans. Autrement dit, l'usine, la construction et son fonctionnement vont nous être facturés tous les ans pendant 20 ans. Ce qui permet à certains élus de dire non mais c'est pas nous qui payons, hein, c'est les lobbies industriels qui construisent. Hein. Nous, on fait rien. Vous pensez, c'est évidemment dans la facture. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier. Améthyste devait coûter 67 millions. Elle a coûté 100 millions. Elle était sur 10 ans, la DSP. Là, ils ont prévu une DSP sur quasiment 20 ans. Pourquoi? Parce que ça va être des centaines de millions d'euros sur 20 ans, je vous le dis. Avec en plus l'inflation sur les coûts d'incinération, je vous fais l'économie de la flambée des coûts des incinérateurs ailleurs dans les métropoles que j'ai vu avec mes homologues pendant mon mandat. Donc on s'aperçoit bien que c'est un produit, et sachez donc Arkema a lâché, et Paprec, allez vous renseigner sur Internet, dans la Drôme, Paprec avait le permis de construire, tout était dégagé pour faire un CSR. Ils ont abandonné. Paprec a abandonné le projet CSR, là, il y a peu de temps, il y a quelques semaines. Qui est-ce qui reste sur les rangs pour faire cette absurdité? La métropole de Montpellier. On va devenir les champions. On l'a fait la plus grosse, excusez-moi, la plus grosse connerie avec le tri mécano-biologique qui était le plus grand d'Europe. On l'a eu à Montpellier. Échec retentissant. 2 rapports de la Cour des comptes et l'État qui dit c'est pas pertinent, arrêtez de faire ça. Et l'ADEME qui dit arrêtez, ça pollue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pire. Mais on va être les seuls. On va être les seuls. Parce que je vous le dis, quand nous, on va le voter maintenant, là, et on est capable d'y aller dans cette absurdité. Hein. Mais vous allez voir que derrière, ceux qui vont nous voir partir, ils vont arrêter. Le tri mécano-biologique, on l'a fait en 2008. En 2011, Varenne-Jarcy a attaqué, a tout fermé. Le même, ils l'ont arrêté. Nous, on a continué pendant 20 ans. Nous, on va au bout de l'absurdité. C'est terrible. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est très important à savoir. Les capacités font le jeu des lobbies industriels purement et ne répondent pas aux besoins du territoire. C'est-à-dire que ce qui se passe, et je vais terminer par ça, vous allez me dire, mais pourquoi le processus d'élaboration du traitement des déchets finit toujours par ces grosses structures industrielles? Ben, je vais vous le dire. Parce que les lobbies industriels, c'est eux qui forment, c'est eux qui créent les outils. En plus, ils sont soutenus par l'État, vous l'avez compris, l'ADEME et les ministères. Et quand vous arrivez, c'est eux qui forment les cabinets conseils. Pourquoi? Quand vous êtes un cabinet conseil, je ne dis pas que vous êtes malhonnête, je dis que vous envisagez ce qui se fait pour traiter les déchets. Et si vous voulez savoir comment on fait pour traiter les déchets, là, vous allez être bien renseigné par Suez, par Veolia. Ils vont vous dire, il faut les brûler. Et ça ne risque rien. Et là, vous n'avez pas de problème, pas de refus, pas de si, tout est très bien. Et ils forment les cabinets conseils. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Et je vous le dis, puisque moi, j'étais vice-président des déchets. On fait appel à des cabinets conseils pour nous dire ce qu'on va faire. Et l'absurdité, c'est que j'ai fait voter sans mesure sur une stratégie zéro déchet, votée à l'unanimité en mars 2022, et moins d'un an après, la métropole dit on laisse tomber la stratégie, on met un incinérateur. Et les mêmes élus qui ont voté une stratégie votent le contraire de ce qu'ils ont voté. C'est ça qui est grave pour la démocratie locale. C'est que des élus puissent voter le contraire de ce qu'ils ont voté quelques mois auparavant. Et c'est ce qui s'est passé à Montpellier. Et ils ont dit, OK, on part sur un CSR. Et c'est pour ça que j'ai quitté mes fonctions sur la vice-présidente des déchets, puisqu'on changeait radicalement le politique. Des entreprises privées savent que leur responsabilité pourra être recherchée. Pourra être recherchée pas demain matin, là, mais pourra être recherchée dans les prochains mois, dans les prochaines années, et que là, les instruments juridiques existent dans le cadre de la recherche de la responsabilité. Alors, il peut y avoir une recherche de responsabilité donc des collectivités, de l'État, mais aussi des entreprises privées. Pourquoi attendre les conséquences de tous ordres, aussi bien sanitaires qu'économiques, que psychologiques, que sociales, de la pollution environnementale qui risque de durer plusieurs années, voire des dizaines d'années? Pourquoi attendre d'observer les impacts alors même que nous les connaissons parfaitement aujourd'hui? Nous avons suffisamment de données qui clairement démontrent, mais tout à fait avec une pertinence extraordinaire, les conséquences des incinérateurs. Et donc ma question est la suivante. Pourquoi continuer de raisonner sur cette approche a posteriori alors que, en tant que médecin,
Je préférerais prévenir que guérir. Pourquoi les citoyens ne se mobilisent-ils pas aujourd'hui à Montpellier à partir d'une feuille de route que nous pourrions établir, tous ceux qui le souhaitent pourraient y participer, et attirer, drainer, co-agréger autour de nous une force, allez, je vais dire le mot que je déteste, un lobby citoyen susceptible d'infléchir les décisions de ceux qui les prennent sans aucune concertation d'experts. Et il me semble que les Montpelliérains sont suffisamment matures pour adhérer à ce projet de démocratie citoyenne qui permettrait à tous ceux qui le souhaitent de s'exprimer et à certains d'entre nous de drainer, d'agréger un certain nombre de citoyens susceptibles de faire une force de frappe capable d'intervenir avant l'installation. Collectif Montpellier sans CSR qui s'est monté et qui a déjà recueilli plus de 3000 signatures sur une pétition contre le CSR à Montpellier. Et la pétition est toujours en ligne. Allez-y. Alors, vous avez tout à fait raison. Une fois qu'on a signé, la machine est lancée. Maintenant, quand il y a un changement de majorité, et c'est d'ailleurs un comportement pour moi profondément antidémocratique. Comment peut-on prendre une décision, les prochaines élections sont en mars, et on s'apprête à faire voter en juin-juillet, donc 8 mois avant, une décision sur 20 ans, et de plusieurs centaines de millions d'euros. Et pas prévu sur le plan, et pas prévu et pas annoncé, puisque je vous rappelle que si j'étais venu, moi, avec Michael Delafosse au départ, c'était sur un engagement d'une stratégie zéro déchet et de refuser l'incinération. Or, il fait le contraire, il abandonne la stratégie votée et il prévoit un incinérateur. En politique, on appelle ça une trahison, même en politique. Mais quand on reprend ça, comment est-ce qu'on peut le faire en plus voter 8 mois avant ? S'il le fait voter, j'ai bien peur que les élus suivent. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas hésité, malheureusement, mes chers collègues, à voter le contraire de ce qu'ils avaient voté sur la délibération que j'avais proposée. Donc je ne me fais pas trop d'illusions sur le vote qui va se produire. C'est pour ça que je pense que, comme le dit Charles, il faut une mobilisation très forte citoyenne. Mais une fois qu'on est élu, s'il y a un changement de majorité, et ceux qui seront élus, j'espère que la clairvoyance va frapper, et qu'ils vont donc casser cette décision. C'est toujours possible de le faire, avec des pénalités. Autrement dit, ce sera aussi dans la décision qui sera votée. Si vous signez avec des multinationales en leur disant on part pour 20 ans, mais si on vous casse, eh ben, on va vous donner des dizaines de millions d'euros de pénalités, il est bien évident que dans cette action même, vous plongez votre propre collectivité avec un, vous voyez ce que je veux dire, une corde autour du cou, et pour être sanctionné. Donc, il y aura aussi ce phénomène-là. Quelles vont être les pénalités appliquées en cas de rupture? Parce que, je vous le dis, ça coûtera moins cher de payer les pénalités que d'aller au bout de cette délibération absurde de créer un incinérateur avec toutes les conséquences économiques qui sont derrière. Parce que si encore, écoutez, si encore, on disait, ça crée tous les cancers décrits par le professeur, ça crée tous les problèmes de climat, mais écoutez, on gagne de l'argent. Et de nos jours, on s'occupe beaucoup de l'argent. Et là, on va en économiser. Il y aurait un cynisme total. Mais il y aurait une forme de logique dans ce monde, on va dire, spéculatif et ultra-capitaliste. Mais là, c'est le contraire. Là, les forces économiques elles-mêmes se détournent de ces projets parce qu'ils sont trop coûteux, pas stabilisés. Et je vous le dis, je suis prêt, là, je vous le dis ce soir, à débattre publiquement avec quiconque au niveau de l'industrie des déchets qui me prétendrait que la filière du CSR est viable économiquement. Là, ce soir, on parle santé, donc je vais rester sur la santé. Mais je vous le dis, qu'on propose des débats publics, je serai là, devant les lobbies industriels, pour vous démontrer que la filière ne tient pas. Parce que je peux vous le dire, ils le savent. Et quand je suis arrivé au poste de vice-président, j'ai dit on ne traite pas les déchets à l'échelle de la métropole de Montpellier, c'est trop petit. 500 000 habitants, c'est trop petit. On traite les déchets sur 1 million d'habitants.
Et dès le début de mon mandat, je me suis mis en relation avec Fabrice Fenoy de l'UNEL et Laurence Magne de CET. Et trois vice-présidents d'accord sur le projet. Seulement, les vice-présidents n'ont pas le pouvoir, c'est les présidents. La solution technique à l'échelle du territoire, elle était évidente, flagrante, et j'avais l'accord de mes deux collègues. Tout ça a volé en éclats. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas dans le complotisme. Ceux qui me connaissent depuis 20 ans, je travaille sérieusement sur le domaine des déchets. Mais sachez une chose, c'est tout le territoire qui, s'il se met au zéro déchet, flingue non pas un incinérateur, mais toute une série d'incinérateurs, c'est-à-dire l'UNEL qui ne pourra pas descendre aussi vite, CET qui va être obligé de brûler toujours et pourquoi pas augmenter par la suite sa charge nominale, et nous, en faisant un incinérateur CSR, on flingue pas seulement notre politique de tri, mais celle de nos voisins. Celle de nos voisins aussi, parce qu'il fallait travailler ensemble. Il faut tout prendre en compte. On ne fait pas de copier-coller de politique de déchets. C'est du sur-mesure à chaque fois. Sauf que les industriels, eux, ils font toujours un copier-coller d'une structure qu'ils veulent vendre, je vous l'ai démontré, avec des 45 000 tonnes. Et c'est le contraire qu'il faut faire. C'est du sur-mesure. Mais le sur-mesure, il faut du courage politique, parce qu'il faut changer aussi les comportements. Et il faut mettre les moyens physiques, économiques, pour aider au changement de comportement. Quand vous prévoyez des incinérateurs à des centaines de millions d'euros, vous n'avez plus les moyens de changer les comportements. Et vous laissez les choses se dérouler comme ça. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Il faut développer l'économie circulaire. J'ai participé à remettre la consigne. Ces deux filles extraordinaires qui ont monté la structure Doc Consigne, avec une volonté farouche. Elles se sont battues, il faut voir comment. Moi, j'ai juste aidé à ce qu'elles aient un lieu. Donc, c'est pour vous dire, c'est un combat de tous les instants, parce qu'on n'est pas aidé. Pourquoi? Parce qu'on pense que, par exemple, à Montpellier, on va créer de l'emploi en allant voir les Chinois. Comme s'ils allaient nous créer des multinationales et envoyer des dettes. Alors qu'on sait que la plupart des entreprises montpelliéraines, elles ont moins de 10 employés. Donc c'est tout à fait stupide ce raisonnement économique. Alors, par le biodéchet, par le tri des déchets et par la valorisation de l'économie circulaire, on crée 10 fois plus d'emplois. Quand vous prenez un incinérateur, vous employez 50 personnes. Une stratégie zéro déchet, c'est 400 à 600 personnes, tout de suite employées déjà, plus tout ce qui va découler. Plus tout ce que vous allez créer avec ceux que vous aidez pour le vrac, pour... Vous voyez, enfin, je ne vais pas revenir sur toute la politique que vous connaissez. C'est là la richesse, c'est là l'économie locale qui se développe, non délocalisable. C'est là l'avenir de Montpellier. Après, je me permets juste de vous dire que finalement, ce n'est pas aux personnes qui sont contre un projet d'apporter la preuve qu'un autre est mieux. Donc, quand on affirme finalement l'existence d'un danger, on doit toujours avoir la solution. Parce qu'on considère que si on n'a pas la solution, on ne peut pas se permettre de critiquer quelque chose qui existe. Il y a des dangers. À partir du moment où il y a des dangers, il faut peut-être opter pour autre chose. Par exemple, la stratégie zéro déchet, finalement, est peut-être une stratégie effectivement qui pourrait être une solution, mais que l'on peut dénoncer l'existence de dangers, alors même qu'il n'y a pas forcément de solution immédiate. Là, vous parliez tout à l'heure du chlordécone. Oui, on peut dénoncer l'existence, alors même qu'effectivement, on n'avait pas un produit chimique sans danger, de nature à permettre la culture des bananes donc, aux Antilles et dans ces territoires, par exemple. Merci beaucoup, merci encore.